au cœur du Pacifique, longitude 150 degrés est, latitude 7 degrés nord. À bord d'un vieux remorqueur qui porte un nom prometteur, le Hopeful, une équipe de plongeurs de la Calypso, sous la direction de Philippe Cousteau, arrive sur un groupe d'îles volcaniques situées au cœur de la Micronésie. Ah oui, oui, cela est très net. Le lagon d'une de ces îles, Truk, est un port naturel de 64 km de large, qui était autrefois l'un des meilleurs mouillages du monde et qui est maintenant souillé par les vestiges de la guerre. Les épaves qui émergent du lagon sont les témoins silencieux d'un raid de bombardement américain au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il y a plus de 25 ans. Ces ruines mangées par la rouille, ce n'est qu'un début. Plus de 30 navires de guerre japonais sont couchés au fond du lagon. Notre mission est de plonger à leur recherche. Pour les enfants de Truk, les vestiges de la guerre font partie du décor familier. Notre objectif se trouve dans une flotte, engloutie depuis un quart de siècle. Cet atoll tropical à l'extrême est des îles Carolines, c'est Truk. Son lagon est le cimetière d'une vaste flotte de navires de guerre qui n'a encore jamais été explorée. Philippe Cousteau et son équipe pénètrent dans la baie et découvrent un monde de fantômes. Résidus rouillés de la guerre, image même d'un absurde gâchis. Tragique témoignage de la bataille qui s'est déroulée là, ce sont les restes du passé de violence de Truk. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Truk était une base de la marine impériale japonaise. À partir du début de la guerre, sa construction fut rapide et son organisation efficace. Truk était au centre du périmètre de défense japonais, à la fois le principal centre opérationnel pour la flotte et une base aérienne importante. On l'a appelé le Gibraltar du Pacifique. Et Truk était considéré, après Pearl Harbor, comme la plus puissante base navale dans cette partie du monde. La plupart des fortifications furent bâties en prévision d'un éventuel débarquement. Mais c'est par une attaque aérienne massive que les Alliés décidèrent de neutraliser Truk. Le 16 février 1944 au matin, un premier raid. 70 avions de chasse américains, objectif numéro 1, les terrains d'aviation. « 275 appareils japonais sont détruits avant d'avoir eu le temps de décoller. La défense aérienne japonaise est rapidement paralysée. Objectif suivant, les navires mouillés dans le lagon de Truk. Le commandant japonais a donné l'ordre à ses navires de guerre d'appareiller. Retardés par le mauvais temps, il restait plus de 30 vaisseaux de la flotte auxiliaire japonaise pris au piège dans le lagon.
la base navale japonaise est détruite. Il a suffi de 2 jours pour qu'elle ne soit plus qu'un cimetière de navires. Pour un marin, un bateau, c'est une maison. Et pour mes camarades à bord du Hopeful, une flotte disparue, c'est une ville engloutie. Ils sont seuls, bien loin de la Calypso, ils ont de l'expérience, mais ils sont jeunes. Comme les indigènes qui les accueillent, ils n'ont aucun souvenir personnel de la Deuxième Guerre mondiale, de ses drames et de son histoire. Attendez Armand, c'est sur l'épaule droite. Avant de quitter la Calypso, Philippe a étudié tous les détails de la bataille. Puis ici, avant de plonger, lui et son équipe partent à la recherche de ce qui reste des fortifications japonaises. Grâce à toutes les recherches que j'ai faites avant mon départ, je me sens en pays de connaissance. Je découvre que je suis capable d'identifier chaque détail du terrain. Comme si j'avais été l'un des pilotes pendant le raid sur Truk. Pourtant, je n'avais que 3 ans à l'époque. Moen, Dublin, Eten, Human et le récif extérieur. Tout le long. 40 000. Il est sorti. Enfin de l'air. Les hommes de la Calypso ont du mal à se frayer un chemin à travers la végétation tropicale. Un peu partout dans le monde, les jungles ont effacé les traces de civilisations entières. Il n'est donc pas surprenant qu'ici, la nature luxuriante ait enseveli tout le bric-à-brac de la guerre. Les cratères de bombes sont devenus des mares fertiles. Avec le temps, les cicatrices des conflits humains ne sont plus que des flaques d'eau, où vivent des créatures amphibies, comme ces périophthalmes. Le mât d'un navire englouti pointe comme un signal qui conduit les plongeurs de la Calypso vers leur première épave de Truk. Notre guide, le capitaine Sikwo, un marin du pays, assure à l'équipe que le mouillage est sûr, quoique l'épave paraisse bien près de la surface. Le navire sombré est bien visible, juste sous la proue du Hopeful. La première plongée ne sera pas profonde. Le chef plongeur Christian Bonissi a décidé qu'avec son coéquipier Dominique Sumian, ils n'utiliseront pas le scaphandre. Ils mettront seulement leurs vêtements de plongée pour se protéger des coupures et des brûlures du corail de feu qui abonde dans le lagon. Philippe Cousteau, qui filmera toutes les séquences sous-marines de cette expédition, vérifie sa caméra avec le technicien Armand Davso. Christian et Dominique emportent leur débordoir à requins. C'est une précaution habituelle dans les eaux tropicales. Les indigènes nous ont dit qu'il s'agissait de l'épave d'un petit bateau de servitude. Mais, comme il arrive souvent, les habitants de Truk ne savent pas grand-chose sur les navires engloutis dans leur lagon. Au lieu d'un petit bateau, nous trouvons un cargo armé d'une taille respectable. Le navire est coupé en 2. Il a reçu un coup direct. Christian et Dominique font des plongées de 90 secondes. Ils prennent plaisir à descendre en plongée libre sans scaphandre et ils font une rapide inspection de la coque.
Sur le pont, un puissant matériel de levage pour embarquer du matériel lourd, mais aucune trace de cargaison. Le navire avait dû être déchargé et s'apprêtait à retourner au Japon lorsqu'il fut coulé. Il y a d'autres débris tout près. Les plongeurs viennent d'apprendre par le capitaine Sikwo que dans cette partie du lagon, un avion avait été abattu. C'est un bombardier japonais, de ceux que les Américains appelaient Judy. Il pouvait décoller aussi bien d'un porte-avions que d'une base à terre. Cet avion, criblé de balles abattues non loin du terrain d'aviation, fut l'un des rares appareils descendus en vol. En arrivant de Monaco, je lis l'enthousiasme dans les yeux de ces jeunes hommes, le même enthousiasme que j'ai ressenti il y a bien longtemps lorsque je plongeais pour la première fois sur une épave. Pour nous, plongeurs, les épaves, c'est l'aventure, le mystère, l'émotion humaine. Toutes les épaves que j'ai visitées pendant toutes ces années étaient isolées. Mais ici, dans le lagon de Truk, c'est toute une flotte qui est ensevelie, prête à nous révéler son histoire. J'ai hâte de plonger moi-même et de partager les émotions de mes jeunes camarades. Voici les préparatifs pour les premières plongées profondes dans le lagon de Truk. On va descendre tous ensemble jusqu'au bout. Les lampes seront allumées. On va inspecter. D'abord, il y a une cargaison intérieure. Le Hopeful est mouillé tout près d'une demi-douzaine de navires japonais coulés. La profondeur maximum dans cette zone est estimée à 45 mètres. Le commandant Cousteau a rassemblé tout le monde pour un programme de plongée complet, mobilisant tous les hommes et utilisant tout le matériel disponible. Une exploration minutieuse des épaves peut révéler des détails inconnus sur le raid historique de Truk. Alors que je me prépare à plonger, les conséquences du raid de Truk accaparent mes pensées. Je sens à quel point l'histoire de la Terre est liée à l'histoire de l'homme. Par toutes ces actions, l'homme engage ses responsabilités envers la nature. Et les actes de guerre ont des conséquences qui se répercutent sur la nature. Je veux observer les effets sur la vie du lagon d'une concentration d'épaves comme il n'y en a jamais eu. J'ai appris à plonger à Philippe lorsqu'il avait 4 ans. Il découvrait alors les choses de la mer avec ses yeux d'enfant. Maintenant, lorsqu'il tourne ses films sous-marins, il a toujours la même fraîcheur d'esprit. Pour filmer à ces profondeurs, nous avons besoin de lampes et donc de câbles électriques. Ils ajoutent à la difficulté des plongées et exigent des hommes supplémentaires. Comme toujours, je me réjouis de filmer mon père dans l'eau, la fluidité de son style de plongeur. Il ne fait qu'un avec la mer. Je contourne le flanc tribord d'un navire chaviré à la recherche d'un nom, d'une plaque.
Avec des brosses d'acier, l'une des équipes de plongée met à découvert l'identité du bateau. C'est un ravitailleur de sous-marins de 12 000 tonnes, le Heian Maru. En 2 mois, nous explorerons les épaves de 8 navires de guerre, 3 pétroliers, 19 cargos, les 3/4 de la flotte coulée. Encore une identification. Un cargo de 10 000 tonnes, le Rio de Janeiro Maru. Je suis frappé par un contraste. Là-haut, dans le monde terrestre, la ferraille déchiquetée agonise en laideur rouillée. Alors qu'ici, au fond du lagon, ces squelettes de navires sont enveloppés d'une chair nouvelle. Ils fleurissent en myriades de créatures, comme ce gracieux Antédon, un lys de mer. Cousteau et les plongeurs de la Calypso ont fait 480 plongées pour explorer 30 navires dans le lagon de Truk. Et chaque plongée a apporté de nouvelles découvertes. Dans les eaux tropicales, des essaims de petits poissons, des jardins de coraux enveloppent de linceul vivant les navires morts. Un canon, naguère lisse, repose maintenant couvert d'ornements naturels. Cousteau nage vers le haut de la cheminée d'un navire. Elle est incrustée d'une épaisse floraison de corail. De ce poste d'observation, il a une vue d'ensemble de l'épave en dessous de lui. L'intérieur de la cheminée est comme une grotte marine. Dans d'autres eaux, elle servirait d'habitat à de grands animaux marins, mais ici, dans le lagon, la maison n'a pas de locataire. C'est la première fois que je vois des épaves où n'habite aucun grand poisson. Où sont les mérous, les murènes, les langoustes? S'ils existaient dans ce lagon, ils auraient logiquement élu domicile dans les épaves. Cousteau se déplace toujours avec une grande économie de gestes pour profiter au maximum de son unique bouteille d'air. Sur le pont d'un cargo immergé, une pièce d'artillerie terrestre très peu endommagée. Elle a encore ses pneus. Et sur chaque navire, de la proue à la poupe, toujours le même tapis de corail. Le corail ne pousse ni sur le sable ni sur la vase. Il lui faut un support dur que lui offrent les épaves. Sur chaque pièce de gréement se développe une vie marine en miniature. Bien que les grands animaux marins soient absents, des essaims de petits poissons multicolores vont et viennent parmi les fleurs de pierre, les éponges, les coquillages. Je suis fasciné par cette explosion de beauté. Se mouvoir librement, sans effort, dans n'importe quelle direction, est un luxe que seuls les plongeurs connaissent.
Un léger soupir suffit pour s'alourdir un peu et pour se glisser à travers une forêt de tôles déchiquetées. Une exploration plus poussée du mouillage nord-ouest du lagon permet une découverte inattendue. À 50 mètres de profondeur, un groupe de navires japonais. Ils ont encore leur chargement. À partir de 50 mètres, les plongeurs peuvent être sujets à l'ivresse des profondeurs. La perception est déformée, les dangers sont amplifiés. Une table d'opération sous l'eau depuis 25 ans. Un laboratoire médical entièrement équipé en assez bon état. Des chaises roulantes, encore soigneusement empilées. Un masque à gaz intact. Instinctivement, je suis prudent. Sur Terre, un toit, c'est un symbole de sécurité. Mais je suis dans la mer, où un plafond sur ma tête est une menace permanente. Chez soi, on entre directement, mais sur le seuil d'un logement au fond de l'eau, on hésite toujours avant d'entrer. Puis, on ne progresse que prudemment. Le carré des officiers est vide, à part un coffre en bois. Sa laque, maintenant noircie, l'a protégé de la putréfaction. Il n'y a pas de trésor englouti ici, à peine une poignée de menu monnaie, aujourd'hui sans valeur. Le symbole peut être du seul bénéfice que l'homme peut attendre de la guerre. Des camions pleins de nourriture et de boissons. Après l'attaque, la garnison japonaise et les habitants de Truk mouraient de faim alors que des tonnes de vivres gisaient au fond du lagon. Le carré des officiers est vide. Ce qui reste est enterré sous une couche de boue. De la vase, j'extrais des bois de cerf. Dans la mythologie japonaise, les cornes de cerf étaient le symbole de la volonté divine. Elles étaient traditionnellement tenues par l'un des 7 sages. Il n'y a pas de sagesse ici. Dans la cuisine, les murs d'acier sont tordus et crevés. Mais
Mais la vaisselle fragile a survécu aux explosions qui ont secoué ce navire. Hors de ces pièges, un bref moment de repos en eau libre. Instinctivement, je vérifie la porte pour être sûr qu'elle ne se refermera pas derrière moi. J'ai été intrigué pendant toutes ces plongées par l'absence de grands poissons. Maintenant, je commence à deviner pourquoi. Voilà des explosifs. Et les explosions tuent les poissons. J'apprendrai bientôt que les stocks de munitions de guerre sur les îles ont été pillés. La pêche à la dynamite a pratiquement éliminé les grands poissons. Ceux-là même qui mettent 20 ou 30 ans à grandir. Encore un héritage de la guerre. Une coursive m'invite à une promenade sous-marine. Mes pensées vont vers les hommes qui ont jadis marché sur ce pont et se sont penchés à ces bastingages. Comme tous les marins de haute mer, ils devaient se sentir proches de la nature et à sa merci, comme moi-même. Ils ne sont plus là pour raconter leur histoire. Ils m'attirent. Ils vont nous obliger à descendre plus bas dans ce lagon pour en savoir davantage sur eux. Plus bas que nous n'avons jamais osé le faire. La première partie de l'expédition sous-marine est terminée. Presque tous les navires coulés aux différents mouillages du lagon de Truk ont été visités et minutieusement explorés. Les explorations faites jusqu'à maintenant permettent de supposer que Truk était bien mal préparé pour résister à une attaque. Le Gibraltar du Pacifique était un mythe. Cousteau et les plongeurs remontent avec des objets à étudier. Il est rare d'avoir des distractions pendant les fastidieux paliers de décompression. Mais parfois, nous bénéficions d'un traitement de faveur. Des méduses nous rendent visite aujourd'hui. Ces créatures, qui sont parmi les plus primitives de la mer, sont aussi parmi les plus gracieuses. Les plongeurs se tiennent à proximité d'une bouteille de secours, dernière réserve au cas où l'air manquerait. Le temps de décompression est terminé. Le poisson pilote qui aimait jouer avec les plongeurs devra chercher de nouveaux compagnons sous-marins. Le Hopeful est petit, il n'est pas brillant, mais il flotte et il est vivant. La tempête! La pluie, hein? C'est la tempête! La tempête! Eh bien! Les plongeurs vont confronter leurs impressions. Il est évident que les 2 journées tragiques de Truk ont eu des conséquences qui se prolongent encore. L'environnement sous-marin reste marqué par la guerre. Il faudra peut-être plusieurs générations pour que le lagon redevienne ce qu'il était auparavant, s'il le redevient jamais. Et pour les hommes, il y a l'excitation de ces plongées pleines de signification. Reste comme tout, hein?
Il y a chez Nord-Est, peut-être au mouillage sur les coques, il y a une série de campeurs. Et alors on a vu une brèche formidable, explosion. Cousteau établit le programme de la plus décisive de leurs plongées. Une plongée qui sera précédée par la recherche méthodique d'un navire perdu. Les plus grands navires japonais étaient toujours ancrés au sud-est, au large de l'île d'Éten. C'est la partie la plus profonde du lagon, la plus difficile à explorer. Si on arrive à localiser le bateau et si la profondeur n'excède pas 90 mètres, les plongeurs tenteront l'aventure. Son emplacement précis, son identité et même ses dimensions sont inconnues. Un repérage aérien est entrepris pour évaluer les conditions de plongée à proximité du mouillage d'Éten. L'équipe cherchera en outre des taches de mazout ou d'autres marques visibles qui pourraient révéler la position de l'épave en question. L'avion survole à haut fond où l'on aperçoit un pétrolier chaviré coupé en deux. Le mouillage sud-est ne fournit aucun indice qui permet de supposer qu'un navire repose au fond. Nouveau survol de la zone pour essayer de trouver une trace de ce navire invisible. En vain. Il faudra employer des méthodes électroniques. Le Hopeful, modeste remorqueur, est maintenant transformé en navire de recherche. Fanamu, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Stéphane, après. On a 15 brasses. Ok. Maintenant, tu prends le sommet du Blond. Alors, on est... Les indications du compas sont reportées sur la carte. 156. Les positions sont déterminées par des relèvements de signaux à terre. 156. Les échos du sonar indiqueront si l'on passe au-dessus d'une épave. Ok, midship, Zek. On a le même petit écho là. Ah. Le même que celui-ci. Nous repassons sur le profil de tout à l'heure. J'ai bien l'impression que c'est l'épave, oui. Le fond monte encore. 200, Zek. 200. 20 brasses maintenant. Le graphique du sonar dessine une grande forme reposant sur le fond du lagon à moins de 200 mètres devant le Hopeful. On a 22 brasses. On va faire un point, on doit t'approcher des l'épave là, maintenant. Zeke, you go 180. 180. Voilà. Il trace sur une carte la route qui mène directement au-dessus de l'épave présumée. Il manœuvre pour se centrer sur l'emplacement avec précision. Ils y sont. Profondeur, presque 90 mètres. Ce sera une plongée profonde, mais dans des limites encore acceptables. Une bouée est mouillée. Selon le sonar, l'objet immergé est une masse volumineuse qui monte à différentes hauteurs. Tout cela confirme au large d'Éten l'existence d'une épave qui n'a été ni vue ni touchée pendant 25 ans. On remplit les grosses bouteilles d'air pour les plongées profondes, ce qui augmente leur température et dilate l'air. Les bouteilles doivent être refroidies afin d'être remplies à la capacité voulue pour une plongée à plus de 85 mètres. Même à bord de la Calypso, une plongée de ce genre poserait des problèmes. À bord du Hopeful, sans cuisson de recompression en cas d'accident, notre équipement technique est tout juste suffisant. Du moins, nous avons les détendeurs du dernier modèle qui nous permettront de respirer plus facilement à grande profondeur. Et les grosses bouteilles à haute pression augmenteront le champ d'action des plongeurs. Impeccable. Tiens, fais un petit essai. Oui, tu vois. L'atmosphère est tendue. Peu de mots sont échangés. Chacun sait très bien qu'il n'y a pas de place pour la moindre erreur.
Chacun porte un profondimètre sur un poignet et une montre sur l'autre. 2 références vitales pour les plongées profondes. Ça nous fait une plongée. Alors on se fera porter au palier l'ardoise pour donner les temps exacts. Philippe Cousteau et le chef plongeur Christian Bonissi repassent leur table de décompression. Ils doivent la savoir par cœur, car une erreur de décompression à la remontée peut causer une lésion définitive, et même la mort. À plus de 80 mètres, les plongeurs pénétreront dans le royaume de la narcose par l'azote. C'est l'ivresse des profondeurs. Elle peut altérer leur jugement. Dans ces conditions, la moindre confusion doit être évitée à tout prix. Pour qu'un plongeur en difficulté puisse être identifié instantanément, les scaphandres sont marqués aux initiales de chacun. Les plongeurs sont maintenant prêts à descendre. Philippe Cousteau, qui filmera cette plongée minutieusement préparée, fait une vérification de dernière minute avec Armand Davsault, l'homme qui a construit sa caméra. Vraiment étonné qu'on ait un problème quelconque aujourd'hui. Ok. Et maintenant, Philippe aussi est prêt à plonger. Tout à l'heure. « 2700 ans avant Jésus-Christ, Gilgamesh, roi légendaire et héros mythique de Sumer, a plongé pour chercher l'herbe de la vie éternelle. C'est le premier qui fut hanté par l'inconnu. Il ne devait pas être le dernier. Ils descendent dans un monde où l'esprit est brouillé, où l'air est épais et dur à respirer. Ils descendent au-delà des limites de sécurité, avides d'inconnu, vers la caverne la plus profonde du lagon de Truk. Profondeur 65 mètres. Les plongeurs poursuivent leur descente vers un navire perdu. La lumière diminue, l'eau est laiteuse et la visibilité incertaine. Ils nagent toujours plus bas vers l'épave encore invisible. Soudain, le navire. Les canons anti-aériens pointés vers le ciel témoignent que les marins continuaient à se battre pendant que le bateau coulait. Je vide mes poumons pour accélérer la descente. Je me sens léger, très à l'aise et trop sûr de moi. Je sais que c'est le premier signe de la narcose. Au milieu du bateau, Christian trouve une entrée. Des lits de fer empilés. C'était un poste d'équipage. Profondeur 92 mètres. Une autre ouverture. Ce compartiment étanche a été écrasé par la pression de l'eau. Il n'a pas pu y avoir de survivants. Christian prend la lampe. Dominique restera ici pour faire passer le câble et veiller sur nous.
vase liquide et rouge, un bonnet de marin. Les nuages de boue m'aveuglent. La lampe de Christian est à peine visible. Nerveusement, je me rapproche de cette lueur. Le câble de la lampe est mon seul lien avec la sortie. Par une fissure du plafond rouillé, sort une chaussure. Il n'en reste que la semelle. Une couverture encore pliée, intacte après 25 ans. C'est incroyable. Une angoisse inhabituelle m'envahit et c'est machinalement que je continue à filmer. La narcose me remplit d'impressions folles au rythme du ballet de la lampe de Christian. Et puis nous pénétrons en enfer. On dirait une hallucination. Pourtant, Christian est réel. Je lutte pour me contrôler. Je sens quelque chose qui tombe à mes pieds et comme si une main me retenait, je suis tiré en arrière. J'essaie de me libérer. Christian maintenant me regarde, il devine mon angoisse. Lui aussi est mal à l'aise. Et il indique la sortie. Émerger des entrailles du navire, c'est renaître. En remontant vers le Hopeful, il me semble que je m'échappe avec mon trésor le plus précieux, la vie. Seul, le manque d'oxygène dissous dans une eau stagnante a pu préserver les restes humains après 25 ans. Mystérieux accommodement entre la vie et la mort. D'une part, la nature absorbe les vestiges de la guerre, mais étrangement, elle les conserve aussi. C'est seulement dans des siècles que toute trace de la folie des hommes sera effacée au fond du lagon de Truk. Deux mois après son arrivée, l'expédition s'en va.
Ces hommes traversent pour la dernière fois le lagon. Ils étaient venus vivre une nouvelle aventure. Ils n'emportent avec eux que le souvenir lugubre de ce qu'ils ont trouvé. Les motifs d'une guerre disparaissent éventuellement, mais ses conséquences persistent. Le sacrifice de vies humaines, le gaspillage de précieuses ressources, le saccage de la nature elle-même. Le lagon de Truk meurtri pour les générations à venir. Pour les morts, tout est dit. C'est aux vivants de porter le fardeau. À l'origine, la guerre était l'affaire des dieux et des rois. Le peuple la subissait comme un fléau. Pendant des milliers d'années, la guerre a eu le caractère inéluctable de la tragédie grecque. Mais aujourd'hui, les hommes n'ont plus à supporter passivement les conséquences de la guerre. Ils peuvent désormais peser sur les décisions qui mènent à la paix ou à la guerre. Avec cette prise de conscience nouvelle, l'espoir est né. Comme l'écrivait prophétiquement le poète John Donne en 1623, « Tout homme est un morceau des continents, une part du grand tout. Chaque homme qui meurt me diminue parce que je suis épris du genre humain. »